C'est pas la bonne. Voilà. On était tous amenés à traiter les patients Covid et on était confrontés à une des principales complications qui était responsable d'une mortalité très importante, qui est la thrombose. Qui est la thrombose. Donc la thrombose, c'est une réalité au cours du Covid, oui, certainement. Notre pratique quotidienne a prouvé que la thrombose existait. Plusieurs publications nationales chinoises, essentiellement au début internationales, ont prouvé que la Covid était associée à la thrombose. Merci. Non, c'est bon. Oui, ça va, c'est bon. Donc, comme je disais, la thrombose est une réalité au cours du Covid, oui. C'est une complication qui est grave. Donc, plusieurs explications physiopathologiques ont été présentées. Au début, c'était des ébauches, mais après, on a une très bonne explication physiopathologique avec une concordance entre la pathologie thrombotique et la pathologie du Covid. Le bénéfice de l'anticoagulation était prouvé cliniquement et aussi par plusieurs études scientifiques. Les complications hémorragiques étaient très graves. Il fallait tenir compte de cette complication et plusieurs protocoles d'anticoagulation ont été prescrits. Ont permis d'améliorer le pronostic. Pourquoi anticoaguler? Anticoaguler parce que les premières équipes, surtout chinoises, qui s'occupaient de la pathologie Covid, essentiellement nos infirmières, qui nous appelaient pour nous dire un cathéter qui s'est bouché, le circuit de l'épuration extracorporelle qui s'est bouché, un patient qui a fait l'embolie pulmonaire, un qui a fait l'AVC ischémique, un qui est mort par l'infarctus du myocarde. Donc, il fallait chercher une cause à toutes ces complications. Et bien, bel et bien, la thrombose était une réalité. À tel point que beaucoup de papiers, ça fait couler beaucoup d'encre, et beaucoup de papiers ont sorti pour prouver cette causalité, effet causalité entre la Covid et la thrombose. Essentiellement, l'équipe de Yuan qui ont ici présenté une étude montrant la perturbation du bilan biologique et essentiellement la crasse sanguine au cours de la pathologie Covid. On voit que un taux de D-dimère élevé et un taux de TP bas étaient associés à une forme grave de la Covid. Et ils ont conclu que les patients Covid, que les D-dimères élevés et un taux de TP bas étaient associés à une forme grave de la pathologie Covid. Avec différentes localisations du Covid, que ce soit au niveau pulmonaire, au niveau cérébral ou au niveau des membres inférieurs, mais essentiellement l'embolie pulmonaire. Et on voit aussi que 60% des thromboses étaient localisées au niveau des artères pulmonaires. Donc 60% de complications thromboemboliques étaient des embolies pulmonaires. Si on tape sur PubMed Covid et thrombose, donc on trouve facilement 4637 articles. Ça veut dire que c'est un sujet qui est très important. Ça veut dire qu'il y a de l'incidence élevée de cette association Covid et thrombose. Oui, l'incidence est élevée, il y a une association. Il y a une association certaine entre les deux pathologies et différentes équipes européennes qui ont suivi leurs collègues chinois pour prouver qu'il y a une association entre les deux pathologies. Et là, on a une étude qui montre, c'est une méta-analyse qui reporte différentes communications montrant que l'incidence, elle est là, mais c'est une incidence qui est variable, qui varie entre 3 à 38%. Pourquoi cette variabilité d'incidence de 3 à 38%? Évidemment, on était dans une période de pandémie. On n'avait pas tous les moyens de faire des communications correctes. On n'avait pas les moyens de faire des études en bonne et due forme. C'est pour cela que l'incidence était élevée. Donc, et on voyait même une incidence à 40% dans certaines études. Et ce qui est important ici, c'est de voir le début de la thrombose. Donc, le début de la thrombose, il s'installait dès J1 de la pathologie. C'est pour dire que la Covid démarrait aussi bien avec la thrombose. C'est-à-dire, dès les premiers jours de l'infection, les patients présentaient une thrombose, une maladie thromboembolique, quel que soit son type. Oui, des chiffres qui sont sous-estimés, comme on vient de dire, parce que pas tous les malades avaient accès aux soins, pas tous les malades étaient hospitalisés. Est-ce qu'on avait diagnostiqué la pathologie thromboembolique chez les malades qui sont morts chez eux, qui sont morts au cours du transport, les malades qui n'avaient pas de lit de réanimation?
Les malades non transportables de réanimation qui étaient hypoxiques, dépendants de la machine, on ne pouvait pas les ramener dans les scanners. Ces patients, on n'a pas pu faire le diagnostic chez eux. Donc sûrement, les chiffres qu'on a et les chiffres publiés sont des chiffres beaucoup trop sous-estimés par rapport à la réalité dont on n'a pas la réelle idée. Et aussi, donc, c'est des diagnostics souvent qui étaient non faits, tellement les patients étaient graves qu'on ne faisait pas le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Oui, et c'était important de poser l'incidence, mais c'était aussi important de trouver la physiopathologie. Quelle concordance on allait faire entre la thrombose et la Covid? C'est une question qui était très importante au début, mais après, les chercheurs ont pu éclaircir un peu les choses, tout en voyant la thrombose, elle commence par quoi? C'est la triade de Virchow. La thrombose commence par l'endothélite, c'est l'atteinte endothéliale. On sait tous que la Covid entraîne une endothélite, elle entraîne une réaction inflammatoire au niveau de l'endothélium. Dans la triade, la thrombose commence par l'hypercoagulabilité. Cette endothélite entraîne une activation des facteurs de la coagulation et par la suite la constitution du thrombus. Et on a aussi l'anomalie du flux sanguin. On sait tous que les malades qui font des thromboses, c'est des malades qui sont graves, alités, qui ne bougent pas. Donc, tous les éléments de la triade de Virchow sont réalisés, sont présents chez les patients Covid. Donc, on comprend pourquoi ils font la thrombose. Si on voit de très près la physiopathologie de la thrombose chez les patients Covid, donc on voit que le virus, il attaque l'endothélium, ce qui va créer une endothélite. Cette endothélite est responsable d'une activation des différents facteurs de la coagulation, essentiellement le facteur 8, le facteur de Willebrand et les facteurs de contact, ce qui va entraîner une génération de thrombine avec une fibrinoformation importante. D'autre part, on a une activation des plaquettes. La Covid pénètre à l'intérieur de la plaquette, il l'active et par la suite, on va avoir des thrombus fibrocryoriques. En parallèle, il y a une réaction inflammatoire qui se développe par la Covid elle-même, moyennant l'endothélite. Cette réaction endothéliale va entraîner une activation des médiateurs de l'inflammation. La fameuse interleukine 6, qu'on a tous dosé, qu'on ne connaissait pas avant, bon voilà, donc elle est responsable, elle aussi, de la thrombose. L'interleukine 1, facteur de nécrose tissulaire, facteur d'activation plaquettaire, tous ces médiateurs de l'inflammation vont entraîner une inhibition des anticoagulants naturels. Et en parallèle, on a une diminution de la fibrinolyse. Donc le caillot se constitue, mais il ne se dégrade pas. Oui, on a un thrombus. Est-ce qu'il est micro ou macrovasculaire? Il est les deux. Il est à la fois micro et macrovasculaire. Macrovasculaire, il va se localiser au niveau de l'artère pulmonaire et il va entraîner une hypoxie. On sait tous comment ça se passe. On a un thrombus au niveau de l'artère pulmonaire. C'est un poumon qui va être ventilé mais non perfusé. C'est un espace mort. C'est le concept de l'espace mort par rapport à l'effet Shunt ou bien le Shunt frais. On a un espace mort qui est responsable d'une hypoxie. Aussi, les microthromboses, c'est les thrombus au niveau des capillaires pulmonaires qui vont être responsables de petites zones de poumons qui sont aussi bien ventilées mais qui ne sont pas perfusées, qui vont aggraver l'hypoxie. L'hypoxie elle-même va entraîner l'activation des facteurs de la coagulation, va entraîner l'activation la sécrétion des médiateurs de l'inflammation et le patient va rentrer dans une cascade d'inflammation, de coagulation, de phénomènes qui se passent en même temps avec un cercle vicieux dont le patient n'arrive pas à sortir. Et je tiens à signaler aussi le rôle de l'endothélium, c'est un prix Nobel de médecine, comme on le sait, la sécrétion de la hénosynthétase. La hénosynthétase qui est une enzyme très importante pour la formation du monoxyde d'azote, le HNO, le fameux gaz HNO qu'on utilise chez les patients Covid. Malheureusement, ici au Maroc, on n'avait pas la disponibilité pour l'utiliser, et qui a un rôle vasodilatateur pulmonaire. Il entraîne une vasodilatation pulmonaire. En absence de HNO, par l'absence de la hénosynthétase, on va avoir une vasoconstriction pulmonaire. Qui dit vasoconstriction pulmonaire, défaut d'échange, hypoxie, et ça aggrave encore le cercle vicieux. Voilà, c'est une physiopathologie un peu plus complexe que ça. J'essaie de l'abréger un peu pour comprendre que c'était deux cascades inflammatoires et thrombotiques qui allaient en même temps et qui entraînaient le patient. Moi, comme je disais, un volcan, une tempête cytokinique et de coagulation aussi. Et c'était difficile de faire sortir le patient de cet engrenage, de cette boucle qui tournait en rond. Quand est-ce que le thrombus se constitue?
Et ça me rappelle la fracture du col de fémur, on vient d'en parler maintenant. La fracture du col de fémur, comme on sait tous, elle est associée à des risques thromboemboliques importants. Quand est-ce que le thrombus se constitue? C'est au moment de l'accident. Au moment de la chute, le thrombus se constitue. C'est pareil pour la Covid. Une fois le virus rentre, la cascade inflammatoire, la cascade de coagulation commence et le thrombus commence à se constituer. Et là, on a une étude, 18% des patients ambulatoires, 18% des patients à l'admission ont déjà un thrombus. Ils ont déjà une complication thromboembolique. Oui, voilà, la thrombose est là. Donc maintenant, il faut prévenir, traiter, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut faire. Plusieurs protocoles, plusieurs guidelines sont sortis, ça fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de gens ont écrit sur ça. Moi, j'ai choisi le groupe, la GIHP, c'est le groupe d'intérêt pour l'hémostase. C'est un groupe d'hémostasiens et d'anesthésistes réanimateurs, bien évidemment, qui se sont réunis au cours de la période pour sortir des guidelines et des recommandations. Donc, ils ont classé les patients en 3 types de patients. Les patients ambulatoires, les patients hospitalisés non sévères et les patients sévères. Pour les patients en ambulatoire, donc chez ces patients, c'est des patients, les patients ambulatoires, aucun intérêt à donner de l'antibioprophylaxie, sauf les facteurs de risque. Quand c'est tous pour la thrombose, un cancer actif, ou bien antécédent de pathologie thromboembolique, ou bien un IMC au-delà de 30. C'est uniquement ces patients pris en ambulatoire chez qui on doit donner l'antibioprophylaxie. Bien évidemment, les patients qui sont sous oxygène à domicile, c'est considéré comme des patients hospitalisés. Alors, le traitement préventif, patients hospitalisés non sévères, c'est l'indication à la thrombophylaxie à dose standard. Et on fait référence à l'enoxaparine, à la dose de 0,4, une seule prise par jour. C'est des patients qui ont un besoin d'oxygène inférieur à 6 litres par minute. Pour les patients sévères, c'est des patients qui ont un besoin en oxygène au-delà de 6 litres. Chez ces patients, il faut faire une thrombophylaxie au moins à dose intermédiaire. C'est la première fois qu'on voit cette notion de dose intermédiaire au cours du Covid. C'est une étude de grande ampleur, Inspiration, c'est une étude qui a montré, qui a randomisé deux types de patients, 600 patients, 300 dans chaque branche, patients avec forte dose et patients avec dose intermédiaire qui est l'enoxaparine 0,4 x 2 par jour. Et cette étude a montré que, voilà, aucun intérêt pour la mortalité dans la dose intermédiaire, il n'y a pas de réduction de mortalité, il n'y a pas de diminution du recours à l'ECMO, l'épuration extracorporelle, il n'y a pas de réduction de l'incidence des maladies thromboemboliques, mais il y a une réduction du séjour de ce patient globalement qui est estimée à 6 jours en moyenne. Donc, et selon cette étude, l'équipe d'hémostase ont suggéré la prescription de la dose intermédiaire chez les patients sévères. Donc, on prescrit 0,4 x 2 d'enoxaparine par jour. C'est des patients graves, ils sont hospitalisés, bien sûr. Oui, ils sont graves, ils sont hospitalisés. Alors, pour les patients, en dehors des signes cliniques, il faut voir aussi les dédimères. Donc, les dédimères ont pris un grand intérêt dans cette pathologie. Donc, et le groupe d'intérêt de l'hémostase a jugé que si on a un taux de dédimère au-delà de 500, alors, ou bien une augmentation rapide du taux de dédimère, c'est l'intérêt de la thrombophylaxie à dose thérapeutique, c'est-à-dire l'enoxaparine 0,6 x 2 par jour. Et en parallèle, faire une démarche diagnostique, soit Doppler des membres inférieurs, soit un angioscanner pour diagnostiquer une embolie pulmonaire. La durée, c'est là où c'est important. On voit qu'on abusait un peu trop, peut-être. Donc, les experts recommandent, donc pour les patients non sévères, c'est 7 à 14 jours. Pour les patients sévères, c'est 7 à 10 jours. Et bien sûr, avec une évaluation, et après, faire la désescalade, c'est au cas par la suite. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est... Voilà. Voilà, c'était pour le traitement préventif. Le traitement curatif, il répond exactement aux recommandations européennes de cardiologie sans Covid. C'est-à-dire, lorsqu'on a une embolie pulmonaire ou bien une thrombophlébite des membres inférieurs, on suit le même protocole que si ce n'était pas le Covid, avec la même posologie et la même période, même posologie et la même durée du traitement. Oui, il faut prescrire un traitement anticoagulant, préventif, curatif, mais il faut faire attention aussi aux complications. Les complications hémorragiques qui sont là, elles sont tardives, elles surviennent 14 jours après. On dit que les complications thromboemboliques, elles sont précoces, elles surviennent immédiatement, mais les complications hémorragiques, elles sont là, elles peuvent être graves. 4% des complications hémorragiques sont graves, essentiellement les AVC hémorragiques.
Là, c'est voilà, donc la PHP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, qui ont fait sortir un papier, un protocole pour les patients qui ont un haut risque hémorragique. Il ne faut pas donner, et là, c'est l'algorithme à suivre si on a des patients qui ont un haut risque hémorragique ou pas, pour le protocole à suivre en cas pour la thromboprophylaxie. La surveillance biologique, elle est très importante, mais il ne faut pas en abuser aussi. Donc, les dédimères, il faut les faire lorsqu'on a un risque élevé. Lorsque c'est des malades graves, il faut les faire chaque 24-48 heures. La numération formule sanguine et le TP, donc il faut le faire parce que ça prévient du risque hémorragique, les thrombopénies induites à l'héparine, et ça permet de diagnostiquer les CIVD. Un protocole pour la surveillance biologique des patients. Donc, et voilà, en conclusion, je dis que le Covid, c'est une pathologie grave. La thrombose, elle aggrave le pronostic. La thrombophylaxie a permis de réduire la mortalité, chose qui est très importante. C'est maintenant codifié. Il y a plusieurs protocoles qui sont sortis, mais on se réfère toujours au bon sens. Et surtout, il ne faut pas laisser la peur prendre la décision à notre place. Et merci. Merci, cher professeur, pour la présentation très intéressante. Donc, on passe au deuxième sujet et puis on laisse la discussion à la fin. Donc, pour le deuxième sujet, un rappel, c'est la vaccination a commencé au mois de janvier 2021 et nous sommes tous médecins généralistes impliqués pour informer nos patients, pour détecter, pour la prise en charge des effets secondaires, pour déclarer les effets secondaires. Et parmi ces effets secondaires, il y a toujours des patients qui se présentent à la suite d'une vaccination d'une dose ou plusieurs doses qui présentent des troubles du cycle menstruel. Donc même au niveau des réseaux sociaux, il y a beaucoup de critiques dans ce sens. Donc je passe la parole sans plus tarder à professeur Miko Tawarani Anitarif, sauf Tanja. Merci beaucoup. Donc, je suis très ravi d'être parmi vous. Donc voilà, on est passé d'un très grand sujet, tellement grave, à un sujet que je dirais moyen, mineur pour la pathologie gynécologique et les troubles de cycle. Donc vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il y avait des thromboses, des maladies, et les femmes sont en train de mourir de Covid. Et puis voilà, on va présenter les troubles de cycle. Est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi.